Bonjour à tous, je suis avec Clément Bergon. Bonjour Clément, Bonjour Nicolas. j'espère que tu vas bien, voilà, et que tout se passe super bien pour toi. Je te présente pour les personnes qui te découvrent sur passionDapprendre.com et les personnes qui vont aussi suivre peut-être notre événement qui s'appelle la semaine du développement. Tu es euh, formateur, tu es conférencier et tu accompagnes les personnes qui travaillent en entreprise, les managers, les cadres. Et tu es aussi auteur du livre Le bon manager mode d'emploi. Un sacré Tout petit à bébé fait. avec énormément d'astuces, avec énormément de, de sagesse et aussi d'outils pour toutes les personnes qui euh, sont dans cette démarche. Voilà, je suis manager, je encadre des équipes et j'ai envie de progresser tout simplement. Est-ce que et tu es passionné en fait par tout ce qui est aussi la question de développement de, de compétences. Comment on Oui, peut faire mieux? Comment on peut faire, voilà, de cette manière-là, encore comment on peut s'améliorer? Comment on pourrait, voilà, mieux communiquer et construire ce monde d'entreprise à la fois plus performant, mais à la fois aussi euh, avec cette notion de bien-être. exactement. C'est vrai que je pars du principe que finalement, là où on performe le mieux, c'est quand on est passionné, c'est quand on est épanoui dans ce que l'on fait. De toute façon, il suffit de regarder les personnes qui atteignent des niveaux d'excellence, ce sont des personnes qui sont auto-motivées. C'est-à-dire que les gens qui deviennent les meilleurs dans leur domaine ne deviennent pas les meilleurs parce qu'on leur a demandé de le devenir. Ils deviennent les meilleurs parce qu'ils ont eu envie de devenir les meilleurs. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de comprendre comment tout cela fonctionne pour pouvoir finalement faire en sorte que les personnes deviennent encore meilleures au travail et le tout en s'épanouissant. Donc, ouais, c'est le domaine qui me passionne. Yes. Et justement, la première question que je voudrais te poser, quelle est ta manière de voir justement la question de performance et de bien-être? Alors, quelle est ma manière de voir la performance et le bien-être? Alors, en fait, c'est assez intéressant parce que très souvent, on peut s'imaginer qu'il peut y avoir une notion un petit peu antinomique entre performance et bien-être. Alors que pour ma part, au contraire, je trouve que c'est très très lié. Pourquoi? Parce que si on regarde en fait les choses qui nous épanouissent, qu'est-ce qui nous rend heureux, c'est un sujet dont on a déjà parlé tous les deux, mais c'est justement pour les personnes qui nous écoutent, sachez qu'en fait il y a deux grandes familles de bonheur. Il y a tout d'abord un bonheur qu'on appelle le bonheur hédonique, c'est-à-dire le plaisir de satisfaire un désir. C'est moi ce que j'appelle le bonheur si alors. Si j'obtiens ceci, alors je serai heureux. Si je réussis cela, alors je serai heureux. Si j'achète une nouvelle voiture, alors je serai heureux. Si j'ai cette augmentation, alors je serai heureux, etc. Sauf qu'en fait, il y a un piège dans ce type de bonheur, c'est que c'est quelque chose de très éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ça va faire du bien sur le moment, oui, c'est très agréable, et oui, c'est bien d'en avoir, sauf que la durée d'efficacité de ce type de bonheur est très très brève, et en plus, il y a une sorte d'habituation à la dose, d'accord, puisque ça passe par les circuits de la récompense dans notre cerveau, et donc progressivement, on est obligé d'augmenter la dose pour pouvoir continuer à être satisfait. Par exemple, si vous obtenez une augmentation de salaire, au début vous êtes content, mais trois mois après, c'est juste votre salaire, c'est juste normal. D'accord. Et donc, jusqu'à la prochaine augmentation de salaire, peut-être va arriver un moment de frustration là-dedans. Et donc, en fait, il y a une autre famille de bonheur qui est beaucoup plus efficace. Et c'est là où se situe le véritable bonheur. Et c'est ce qu'on appelle le bonheur eudémonique, donc celui qui vient de l'intérieur. Et dans le bonheur eudémonique, il y a deux leviers. Il y a le levier de la croissance et le levier de la contribution. Hmm. Autrement dit, est-ce que j'ai la sensation de m'améliorer dans quelque chose que j'aime, qui est important pour moi? Est-ce que j'ai cette sensation de grandir, de progresser? Deuxième levier, est-ce que j'ai la sensation de me sentir utile à quelque chose d'important pour moi, à quelque chose qui fait sens? Est-ce que je sens que je contribue à la tribu, entre guillemets, et ce, de manière qui fait sens pour moi? Et après, il y a le jackpot, c'est quand on a les deux qui se mélangent, c'est-à-dire que est-ce que j'ai la sensation d'être dans une croissance contributive?
est-ce que j'ai la sensation de m'améliorer dans un domaine qui me plaît et qui fait sens pour moi et qui contribue. Et là, c'est extraordinaire parce qu'au final, ce qui nous épanouit et ce à quoi on contribue et finalement ce qu'on fait au quotidien, tout ne fait plus qu'un. Donc imaginez par exemple être dans un métier où vous avez la sensation de progresser, que cette progression vous nourrit, que vous avez la sensation que tout ce que vous faites a un sens énorme pour vous et qu'en plus vous vous éclatez, ben vous êtes dans le top de la performance. Hmm. Voilà. Et en plus, non seulement vous êtes dans la performance, mais vous adorez ça et donc vous êtes épanoui. Donc bonheur et performance ne sont pas du tout antinomiques, bien au contraire. Les plus hauts niveaux de performance sont atteints parce que justement, on s'épanouit dans le fait de développer cette performance. Cela me fait penser à l'approche Ikigai. Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans cette culture japonaise qui est assez intéressante, c'est-à-dire d'aller trouver ce croisement. Tu me corrigeras si je dis des bêtises parce que je n'ai pas forcément tous les mots, mais ces croisements pour ceux pour quoi on est bon, ce qui fait sens pour nous et ce Mhm. qui est utile, ce qui pourrait être utile à la société, et trouver ce juste croisement qui fait que bah, finalement on va s'épanouir dans ce que l'on fait dans nos fonctions. Je trouve qu'en effet c'est une approche absolument géniale et qui va exactement dans ce sens-là, tout à fait. Donc en fait, c'est une approche et donc ce que toi ta manière de voir la chose, elle est assez holistique. C'est une approche qui va prendre en compte tous les besoins. Si on va parler aussi des besoins en fait de la pyramide de Maslow, Oui, ben, j'ai besoin en fait de combler ou d'avoir tout répondu à tous les besoins primaires, oui, mais aussi tous les autres. Et à ce moment-là, j'ai ce côté épanouissement et ce côté tout simplement qui fait où euh, ben, je peux vivre au quotidien sans aucun problème parce que voilà, j'ai le salaire qui va avec aussi. Tout va bien et finalement, c'est un cercle vertueux. c'est exactement ça. C'est-à-dire, à la fois, j'ai tout ce qu'il me faut pour être en sécurité et vivre correctement, me créer un environnement comme il faut, je suis dans quelque chose qui fait sens, etc. Donc oui, en effet, tous les leviers de la motivation sont stimulés. C'est pour ça que ça génère de l'épanouissement. Et ce qui est même fabuleux, quand on vient toucher cela, c'est que comme le travail n'est plus devient une source d'épanouissement. Hmm. Et bien justement, ça devient quelque chose qui n'est plus une douleur. Parce que beaucoup de gens ont cette notion de le travail, ça doit être difficile, d'accord? Il y a une espèce de notion de douleur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a des fois une sorte de duel linguistique sur l'étymologie de travail. Pour certains, ils considèrent que ça vient du tripalium, qui était cet outil de torture avec trois queues sur lequel on attachait les gens pour les torturer. Sauf qu'il y aurait une autre étymologie, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il y aurait une étymologie commune avec travel et Mhm. traverser, c'est-à-dire le côté travail, ça serait plutôt le voyage, la traversée. Et donc en fait, là ça devient intéressant parce que tout d'un coup, symboliquement parlant, c'est très différent. C'est tout d'un coup, et si le travail, c'était tout simplement cette espèce de voyage initiatique dans notre vie qui nous permet de croître en connaissances, en compétences, devenir encore meilleurs et finalement grandir et nous développer vers vers quoi on est destiné ou j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, je le vois, c'est plus ce voyage de notre vie qui nous permet de grandir dans différents domaines. Et c'est assez amusant parce que si on regarde, je trouve que ça donne une symbolique beaucoup plus agréable et jolie aussi par rapport au travail de l'accouchement. Désolé pour le parallèle, mais si on regarde, on peut se dire oui, l'accouchement c'est quelque chose de très douloureux, certes, mais je trouve que l'image de se dire que c'est la traversée et d'un monde vers l'autre, que c'est un voyage, je trouve ça quand même plus poétique que de considérer que c'est une torture. Ouais, je pense qu'on est plutôt mal placé pour parler de l'accouchement. Oui, très mal. Et en même temps, tu vois, comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur le terrain, Oui,
Donc j'ai cette question. Là, c'était, on peut dire, la case théorie. Oui. Ça c'est bien beau. Il y a quelqu'un qui va nous écouter, qui va dire non, mais c'est bien beau. Maintenant, dans ma vie, c'est pas comme ça parce que j'ai mon chef qui est comme ça, parce que si, parce que ça, parce que, etc. Et qu'est-ce que qu'est-ce que toi, comment toi déjà, tu agis dans ta vie pour répondre à tous ces éléments? Et deuxièmement, est-ce que tu as des cas d'études ou des astuces à donner pour les personnes qui sont peut-être dans des situations où euh, ben, ça se passe, ils n'ont pas l'influence sur tout, ou peut-être ils pensent qu'ils n'ont pas l'influence sur tout. Donc il y a peut-être déjà des croyances. Et, Oui. euh, et comment je peux justement mettre en place ben, à la fois ma progression et travailler mon bien-être. C'est quoi les moyens? Alors, il y a plein de leviers, et c'est vrai qu'il y a plusieurs questions dans la question, donc je vais essayer de répondre étape par étape. Euh, Première étape, tu me demandais, moi, ce que je mettais en place dans ma vie. Je te dirais que ce qui m'a permis le plus de m'épanouir progressivement dans ma vie, ça a été de prendre conscience, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Hmm. Il y a plein de gens qui se plaignent, qui sont stressés, qui sont cela, mais par contre, quand on leur demande, OK, pour être heureux, tu as besoin de quoi? Là, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ne savent pas ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent. Donc, première étape, c'est arriver à déterminer qu'est-ce qui me fait du bien dans ma vie. Et une fois que je sais ce qui me fait du bien, comment je le ritualise. C'est-à-dire comment je mets en arrosage automatique le fait de me faire mon plein de bonheur régulièrement. Pourquoi c'est important? Parce que nous sommes les seuls responsables de notre bonheur. Je n'ai pas le droit de demander à ma femme, à mon enfant, à mon travail, à ce que vous voulez, ou en tout cas, je n'ai pas le droit de demander aux autres de me rendre heureux. Ils ont déjà suffisamment de job, eux, pour essayer d'être heureux eux-mêmes. Ce n'est pas leur travail à eux de me rendre heureux. En fait, mon job, c'est de me rendre heureux. Et à partir du moment où je suis heureux, déjà, je peux apporter du bonheur autour de moi, du vrai bonheur. Parce que si je ne suis pas heureux et que j'essaie de rendre heureux les autres, je donne du bonheur conditionné, qui n'est pas forcément le meilleur bonheur qu'on puisse donner. Donc, je m'occupe de moi pour être heureux, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai conscience de ce qui me fait du bien dans la vie, eh bien, je vais devoir le ritualiser pour faire en sorte d'avoir quotidiennement ma dose de bonheur. Euh, En fait, c'est simple. Si on s'apporte ce qui nous fait du bien, on est beaucoup moins à risque de rentrer dans des zones de stress et dans des comportements sous stress s'il y a des problèmes qui surviennent. Parce que comme je suis détendu, s'il y a un problème, je vais beaucoup plus relativiser. Alors que Hmm. si je suis hyper stressé, le moindre petit truc, ça fait exploser la poudre. Donc, première étape, je gère mon bien-être. Donc, moi, il y a une stratégie que j'aime beaucoup, c'est de dire qu'il faut essayer d'être un flemmard intelligent. Hmm. C'est-à-dire, quel est le minimum efficace confortable? Quel est le minimum efficace confortable? Donc, quelle est la plus petite dose que je peux mettre en œuvre qui soit efficace pour moi et qui ne me met pas en contrainte à appliquer? Un exemple tout bête, par exemple, le sport. Le sport fut une époque où, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, je vous le dis. Par la suite, j'ai arrêté, ça avec le travail, etc. Et pendant très longtemps, ma difficulté, ça a été d'arriver à être régulier sur le sport. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce que je me mettrais trop en contrainte. Par exemple, abonnement à la salle de sport, me dire j'y vais 3 fois par semaine, 3 fois 1 heure, par exemple, par semaine, et bien avec tous mes déplacements, etc., je n'y arrivais pas. Parce qu'entre le temps de déplacement pour y aller, l'heure de sport et le temps pour revenir, c'était trop de temps à mobiliser pour moi par rapport à mes journées et mes déplacements. Donc, est-ce que c'était confortable? La réponse était non. C'était peut-être efficace. Est-ce que c'était le minimum? Non, c'était peut-être trop. Est-ce que c'était confortable? Non. Donc, ça veut dire que ce n'était pas la bonne stratégie. Alors, la question, ça a été, OK, c'est quoi le minimum qui me fait du bien? Le minimum qui me fait du bien, c'est de me dire, OK, si j'arrive à faire peut-être 2-3 heures de sport par semaine, très bien. Et quotidiennement, ça pourrait être quoi? Si j'arrive à me faire 20 minutes quotidiennement, ça, c'est génial. Est-ce que c'est efficace 20 minutes? Ah oui, 20 minutes de sport en circuit training un peu intensif, c'est efficace. Est-ce que c'est confortable? Ah oui, 20 minutes, j'ai aucun problème pour me débloquer 20 minutes.
Et donc, à quel moment? Ben, le matin avant de démarrer ma journée, c'est-à-dire je me mets en énergie le matin, je prends une bonne douche, et hop, je suis en forme pour toute la journée. Est-ce que c'est minimum efficace, confortable? Oui, c'est parfait, ça coche toutes les cases. Ah, c'est dur à dire, ça coche toutes les cases. Donc, voilà par exemple pour les choses que je mets en œuvre, déjà pour mon bien-être, et après, je dirais que très régulièrement, je retravaille les objectifs, que ce soit les objectifs personnels ou professionnels, parce qu'on ne peut atteindre que ce que l'on sait vouloir atteindre. Et bien sûr, là encore, je mets en place des rituels adaptés pour atteindre mes objectifs, c'est-à-dire un plan d'action avec des stratégies je dirais de productivité, de concentration, etc., pour pouvoir atteindre mes objectifs. Voilà d'un point de vue personnel pour répondre à ta première question, et je pense que ça donne des pistes pour la suite aussi, puisque tu me disais, par exemple, que tu me demandais aussi en entreprise, c'est bien ça? euh, Oui, tout simplement, imaginons qu'il y a quelqu'un qui travaille en entreprise. Toi, tu oui, travailles maintenant, tu as créé ta vie aussi, tu as fait un choix et donc tu es à ton compte. Tu as créé ton entreprise, tu interviens, etc. Il y a des personnes qui veulent rester en entreprise, ils sont bien, oui, pardon. et le contexte parfois peut faire que ben, ils occupent un poste, mais il y a par exemple la direction qui va changer. Hmm, Et, euh, et ça peut. Avant, ils étaient bien, et maintenant la direction elle a changé. Ils font toujours le travail, mais voilà, il y a la direction qui demande ou quelqu'un qui veut se montrer que il va faire ci ou il va faire ça, et ou il peut tout simplement être méchant ou quelqu'un de pas bien, tout simplement. bien sûr. Là, on arrive sur le côté communication. Je sais que c'est aussi ton point de force. Oui, Tu utilises les outils comme l'analyse, non, c'est ProcessCom, c'est ça, oui, entre autres, oui, ça fait partie des entre outils autres. en effet que j'utilise. Et la question est comment moi, si je travaille en entreprise, comment je peux avoir un maximum justement de bonheur et aussi il y a ce côté performance qui est toujours là en fait, malheureusement, surtout dans les entreprises privées, peut-être un peu moins dans les institutions publiques. Oui. Alors, quoique, je t'avoue que je travaille souvent avec des institutions publiques, ça peut être aussi très très présent, ils peuvent avoir beaucoup de pression aussi parfois. Alors, premier point en fait, déjà une des choses que j'aime bien faire, c'est que je travaille beaucoup pour ma part avec les directions d'entreprise et les managers. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est finalement là que ça va pouvoir avoir le plus d'impact global vis-à-vis de l'entreprise si je travaille avec la direction d'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, dans l'autre sens, c'est-à-dire si je suis salarié et que je suis salarié dans une entreprise, j'ai envie d'être épanoui dans ma vie au quotidien. Ce que j'ai dit tout à l'heure est toujours vrai, mais la question, c'est comment on va le mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'en effet, déjà, vous êtes les seuls responsables de votre bonheur. C'est pas votre patron qui est responsable de votre bonheur, c'est pas voilà, vous êtes les seuls responsables de votre épanouissement et notamment de votre épanouissement professionnel. Par voie de conséquence, oui, votre patron vous doit, d'un point de vue réglementaire, de mettre en place des conditions favorables pour que vous puissiez vous épanouir au travail. Ça, c'est certain. Tous ne savent pas forcément très bien le faire d'un point de vue, j'ai des outils psychologiques, mais déjà d'un point de vue pratique, c'est-à-dire en termes de sécurité au travail, en termes d'horaire, en termes de congés, en termes de tout ça, normalement, ils sont censés mettre tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être dans un environnement sécuritaire et favorable à vous épanouir professionnellement. Ils sont censés aussi, par exemple, être attentifs à prévenir les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, etc., etc. Donc, ils sont, en effet, ça fait partie aussi de leur job. Maintenant, un des pièges dans lequel tombent beaucoup de personnes, c'est justement d'être beaucoup dans la demande au travail. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup dans le côté critique, dans le côté revendication au travail. Mais par contre, la grande question, c'est ces personnes-là sont-elles aussi des apporteuses de solutions? C'est-à-dire qu'en fait, se plaindre si on n'est pas un apporteur de solutions, à quoi ça sert en fait? Hmm. D'accord? C'est-à-dire que, et pour tout dans la vie, hein, c'est-à-dire que si vous plaignez de votre couple et que vous n'êtes pas dans une démarche d'améliorer les choses, en fait, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Parce que vous ne faites pas de démarche pour essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc, comme je vous dis, nous sommes les seuls responsables de notre bonheur, c'est-à-dire que
Les choses ne vont pas. Oui, c'est de ma responsabilité de le dire. Oui, c'est de ma responsabilité aussi d'être force de proposition et de solution. Alors, des fois, les propositions et les solutions ne seront pas mises en œuvre, elles ne seront pas acceptées, elles ne seront pas validées. OK? Maintenant, si je ne suis pas épanoui dans un poste et dans une entreprise, c'est aussi peut-être de ma responsabilité de changer. Mm. Donc finalement, je suis responsable de ma vie. Et donc C'est c'est le principe ça, de responsabilité. uniquement. Mm. Alors, bien évidemment, d'un point de vue légal et réglementaire, si vous avez une direction d'entreprise ou un manager qui pose problème et qui est vraiment dans quelque chose de totalement anormal dans son mode de fonctionnement, par exemple du harcèlement professionnel, des choses comme ça, bien sûr que oui, vous devez vous défendre et vous devez faire ce qu'il faut. D'accord? Parce que c'est pas normal ce genre de comportement. Oui. On est sur des comportements toxiques et donc il faut bien évidemment faire en sorte que ça ne se produise plus. Et aussi pour les autres, c'est-à-dire qu'il faut bien que les gens interviennent pour que d'autres ne subissent plus par la suite. Mais au-delà de ça, si vous n'êtes pas épanoui dans votre poste, déjà, est-ce que vous apportez ce qu'il vous faut au quotidien à titre personnel? Parce que si vous n'êtes déjà pas bien dans votre quotidien, dans votre vie, peut-être que vous avez du mal aussi à vous sentir bien au travail, parce que de manière générale, vous ne vous sentez pas bien. C'est tout à fait possible. Maintenant, vous êtes les seuls responsables de votre bonheur. Mm. D'accord? Donc, ça veut dire que si, en effet, les conditions dans lesquelles vous travaillez ne vous conviennent pas, c'est de votre responsabilité d'aller chercher ailleurs. Euh, des fois, alors, c'est à ce moment-là, en effet, tu disais que des fois, il y a des croyances qui se mettent en place. Et c'est normal, parce qu'il y a plein de biais cognitifs qui sont implantés, notamment, par exemple, vous avez le biais de statu quo. Le biais de statu quo qui fait que je préfère rester dans quelque chose que je connais, même si c'est quelque chose de très négatif. Donc, je préfère rester dans un couple toxique que je connais, ou je préfère rester dans un travail dans lequel je suis hyper malheureux, mais que je connais, plutôt que de prendre le risque d'aller ailleurs. Et là, c'est l'inconnu. Donc, cette espèce de peur de l'inconnu fait que je vais favoriser de rester dans une situation catastrophique, mais que je connais. Et donc, à un moment, il va falloir développer quelque chose qui est le courage de se responsabiliser. Alors, c'est pas Courage à toujours l'audace. facile. Et Courage à l'audace. l'audace, Mm. exactement. C'est-à-dire que à un moment, c'est aussi simplement aller peut-être faire la démarche de se renseigner, de postuler ailleurs, de voir ce qui se passe ailleurs, parce que tant que vous restez bloqué et que vous croyez que ça ne peut pas changer, ben, oui, ça ne changera pas, parce que vous le croyez, donc ça sera comme ça. Mm. Mais si vous êtes persuadé que de toute façon, il y a beaucoup mieux ailleurs et que vous trouverez mieux ailleurs, ben vous savez quoi, ce sera vrai aussi. Voilà. Vraiment, c'est super positif. Je te remercie beaucoup pour, en fait, pour ce point de partage sur ce côté fondamental. C'est moi qui crée ma vie. J'en suis responsable. Et quelque part, moi, l'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un. Je dis, bah oui, je suis polonais et je crois que j'étais à Londres. Et je dis, j'ai pas choisi en fait à naître en Pologne. J'ai pas choisi à naître dans cette famille. Je suis né comme ça. Mon âme, ou comment on l'appelle, voilà, mon corps est arrivé là-bas. J'ai vécu dans cet environnement. Les choses ont fait que j'ai appris plusieurs langues et puis j'ai ouvert mon cerveau, tu vois, au monde entier. Et, Oui. et j'en suis responsable aussi. Mais il y a une chose, clairement, c'est les voyages. C'est les voyages. Oui. Et c'est parce que c'est des apprentissages, c'est des rencontres avec des gens. Oui. Et c'est toujours apprendre de nouvelles choses. Et voilà, je me reconnais dans ce que tu dis. Donc, merci beaucoup pour ce partage. On va enfin, tu vas pouvoir aussi parler un peu plus en profondeur encore pendant la semaine du développement. Oui, Et j'ai donc, hâte. voilà, j'ai hâte aussi. Déjà, ben merci pour cette introduction, cette interview de qualité. Et je te dis à très, très bientôt. À très bientôt, Nicolas. Merci beaucoup. Merci.